Bienvenue à nouveau. Nous avons un bon ami à moi. Nous avons passé du temps avec lui à Amsterdam. Nous avons eu de bonnes discussions, des émissions de fin de soirée, et c'est juste un très bon gars. Et c'est ce qui est important. Il a quelque chose qu'il va nous apprendre aujourd'hui, c'est sûr. Le voici, Dave Murphy, prétendument Dave. Tu peux nous dire d'où vient le prétendument? Peut-être que tout le monde sait et que je suis le seul à ne pas savoir, alors j'aimerais savoir. Cela vient du mouvement Free Man on the Land, où vous découvrez que votre propre nom est un peu un piège. Vous allez donc trouver des gens qui se font appeler communément Dave de la famille Murphy ou quelque chose du genre. Je me suis retrouvée à une émission de radio à laquelle j'avais participé plusieurs fois auparavant. Et chaque fois que j'allais à cette émission, l'animateur me disait « Ok, comment je t'appelle cette fois ?» Car j'avais des noms différents. Alors elle a dit « Tu sais quoi, je vais juste t'appeler prétendument Dave. » Et c'est resté. Merveilleux. Eh bien, l'heure est tienne, et je ne pense pas qu'il réponde aux questions. Je pense qu'il a toute une présentation, donc c'est probablement inutile de poser des questions. Ok. Eh bien, je savais que Marty allait faire un exposé sur ce sujet. J'aurais fait mon exposé là-dessus. J'aurais bien donné une sorte de contrepoint. Je vais donc parler de la plus grande Terre. Voici la Terre plane. Oui, c'est le modèle auquel nous sommes habitués. C'est à peu près ce que nous avons de mieux. Il s'agit donc d'un modèle auquel nous sommes habitués. Mais il existe différentes variantes de ce modèle. Voici le plan infini, avec l'idée selon laquelle nous avons une quantité infinie de glace et diverses flaques d'eau fondues à partir de la glace pour différentes terres. Pour être honnête, ce n'est pas un modèle avec lequel je rentre en résonance. Parce que je suis d'accord avec l'idée du firmament. Principalement parce que l'Ancien Testament décrit essentiellement cette terre et décrit un firmament. Maintenant, j'ai des choses intéressantes sur le firmament. J'ai une vidéo ici du lancement de la navette spatiale et elle a été vue depuis un avion à 10 000 mètres d'altitude. On voit l'horizon juste là. Gardons à l'esprit que lorsque la navette spatiale traverse l'horizon s'élève toujours jusqu'au niveau des yeux. Ainsi, lorsque cette navette traverse cet horizon, nous savons qu'elle se trouve à 11 km d'altitude. Je vais donc m'arrêter là. Nous avons tous vu le lancement d'une navette spatiale. Donc en utilisant cela, nous pouvons dire que cela fait 11 km. C'est un marqueur. Voilà un outil de mesure que nous pouvons étendre sur la page. Et c'est ce que j'ai fait ici. C'est prendre toutes les images fixes de la vidéo et les coller ensemble pour obtenir la trajectoire. Et maintenant, nous pouvons extrapoler la trajectoire complète et nous voyons qu'elle est inférieure à 112 km. Et nous constatons qu'elles se révèlent toutes inférieures à 112 km. Cela est bizarre. Pourquoi reste-t-elle en dessous de 112 km? Eh bien, je vais vous montrer une autre vidéo. Nous sommes tous tombés sur celle-ci, c'est la fusée Go Fast de 2014. Jetons-y un coup d'œil rapidement.
Donc, à 117 at kilomètres d'altitude, 73 miles up, 117 73 miles up, kilomètres, that rocket's à la vitesse considerable forward considérable à laquelle elle forward allait, momentum son élan suddenly s'arrêta stops. soudainement. Now, it Elle n'aurait couldn't pas pu crash into s'écraser something sur quelque solid chose de solide, because car elle se serait if it brisée contre shatters quelque chose against de solide. anything solid, Quelque chose a something arrêté son arrested its mouvement motion et and a stopped arrêté its sa spin at the rotation en same même temps. time. Um, Now, Maintenant, I found this picture, j'ai which trouvé cette goes photo along with qui accompagne une a carte plus larger grande, et map, nous verrons and we're ça going to plus see that tard. later on. But in this picture, Mais this sur cette describes image, exactly what cela décrit I'm exactement ce thinking que is je going pense, on. That à we savoir que have nous avons un dôme à une a hauteur plus dome basse. that's at a lower height, and I'm saying Et je dis que at là où se trouvait le where Nouveau-Mexique, New là où cette Mexico fusée a was, where décollé, that rocket went up, cela that'd be fait about environ 117, 73, 120 75 kilomètres, miles, 120 75 kilomètres miles de high. haut. And that is some kind of Et non-physical c'est une sorte barrier de that barrière non stops us physique qui from nous empêche going d'aller too trop haut. far up. I believe Je that, crois qu'il n'y a aucun there's moyen no way d'atteindre we can l'endroit get où se to trouvent le where the Soleil et la sun and Lune, moon are, yeah? car Because literally littéralement, we nous ne can't pouvons pas go dépasser above 120 kilomètres 75 miles up. d'altitude. But then in Mais this ensuite, space dans cet between espace the entre le dôme dome et le and the firmament, firmament, which I encore think, une fois, again, two different je things, pense qu'il s'agit de deux choses that's where the différentes. sun, C'est là que the se trouve le moon, and the Soleil, la planets Lune et are, les planètes, and the et les stars are étoiles sont actually en in fait the dans le firmament. firmament. Okay, D'accord? so I also believe Je that pense aussi que nous ne we pouvons pas can't go too descendre far trop bas non down plus. either. There's Il y a une a limite à limit la to how far profondeur que down we nous can pouvons get. atteindre. Some people have Certaines seen personnes ont this vu cette video. vidéo. In this Sur cette picture, photo, je I montre show ces these choses things called appelées sky pierres du stones. ciel. Very C'est très strange because étrange, we car on ne can't trouve pas find ces pierres these stones, these particulières, particular nulle stones, part sur anywhere on Terre. Earth. Mais But apparemment, apparently là where où they elles appear, apparaissent, ce sont les the gens qui people les who find trouvent them et or disent qu'elles say sont that they réellement tombées actually du fell ciel. from the sky. Now, I don't Je ne put fais pas any confiance faith à la in carbon datation carbone dating, 14, they say well, mais ils it disent says que c'est entre between 2500 ans 2,500 et and 17 000 ans. 17,000. That's quite a C'est une fudge fourchette factor, assez but étrange, it's mais older c'est vieux de toute anyway. façon. Um, Et elle and est composée it's made principalement mainly of d'oxygène. oxygen, which, bearing in mind that at one point the Sachant qu'à atmosphere un of moment this donné, this this l'atmosphère de ce realm royaume était was beaucoup plus riche en much oxygène. higher in oxygen. Maybe this the Peut-être que oxygen got l'oxygène a été absorbed by absorbé par le firmament, the firmament ou or ces these pierres sky de ciel, stones, whatever quel que that soit ce material matériau. is, because as I said, Parce it que, comme doesn't je l'ai dit, origin elles ne it doesn't proviennent pas de la originate on Terre. Earth. So yeah, Alors who oui, knows qui sait where d'où these viennent ces things come choses, from or ou de what quoi elles these sont things composées. are composed of. I believe they're Je crois qu'elles font part partie du of the véritable actual firmament. firmament. So, some Certaines people have personnes seen ont this vu cette video, vidéo, and it's showing uh, et elle montre a un guy gars called appelé Mike Mike DeGroot DeGroot who qui a took emmené a un mini mini-sat sous-marin down au to plus profond de the deepest l'océan. part of the ocean. Let's have a look. Regardons. Without a doubt, one of the most amazing things that I have ever seen in the bottom of the ocean. It was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico. I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut. It was black in the center. What the heck is that? And so as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. We went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off, and as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. It was insane. I believe that we Et have encore, a je crois que nous avons barrier une above barrière us, au-dessus de nous, again, une a barrière non non-physical physique, barrier that stops us qui nous going empêche d'aller much bien higher au-delà de than 120 75 kilomètres miles. d'altitude.
Et si nous allons dans la partie la plus profonde de l'océan, qui se trouve par hasard à environ 13 kilomètres de profondeur, ce qui est similaire à la partie la plus profonde jamais forée, peut-être que nous ne pourrons pas forer plus loin. Mais dans ce cas précis, Mike de Groot l'a décrite comme une eau super saline ou super dense, de sorte que son engin a rebondi dessus, ou plutôt s'est brisé contre elle, tout comme ce qui s'est passé tout en haut. L'une des choses les plus intéressantes qui sont arrivées ces dernières années est cette vidéo d'Ewa sur l'histoire perdue de la Terre plane. Pour moi, je pense que ces idées qui ont vu le jour étaient révolutionnaires. Je sais qu'à l'heure actuelle, M. Ewaranon revient sur pratiquement tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. Mais je crois en fait qu'il y a certaines choses sur lesquelles je ne pense pas qu'il puisse revenir en arrière. Il y a quelques idées que je pense que nous pouvons encore, en quelque sorte, retenir de sa série de vidéos. L'une des choses qui lui sont venues à l'esprit était cette idée du problème de la carte. La raison pour laquelle nous avons le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne est que lorsque l'air est celle du Bélier, eh bien, cela veut dire que lors de l'équinoxe du printemps, le Soleil se lève dans la constellation du Bélier. Et à l'autre équinoxe, celle d'automne, le Soleil se lève dans la constellation de la Balance. Quand cela se passe, nous sommes dans l'ère du Bélier. Et alors, au solstice, le Soleil se lève au tropique du Cancer et au tropique du Capricorne. C'est la raison pour laquelle nos tropiques sont nommés ainsi. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas été dans l'ère du Bélier depuis 2160 ans. Apparemment, nous sommes dans l'ère du Poisson et sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau. Si nous sommes dans l'ère du Poisson, alors les tropiques devraient être celui du Sagittaire et celui du Gémeaux. Cela signifie que nos cartes sont probablement expirées depuis un peu plus de 2000 ans. Car les cartographes ont été très prudents en dessinant les cartes et tout. Mais ils seraient tout aussi prudents en renommant les tropiques. Mais ils n'ont pas été renommés. Alors, l'autre idée qui ressort de la vidéo est que la carte de la Terre se trouve en réalité sur la Lune. C'est une idée très radicale. J'ai entendu parler de l'idée du cratère Terre qui n'a jamais vraiment trouvé de résonance en moi. Mais l'idée est que la Lune montre toute la face de la Terre. C'est en quelque sorte, comme Ewaranon l'a décrit, une empreinte au rayon X des continents de la Terre. Et notre Terre est en fait représentée comme peut-être un quart, un peu plus d'un quart de la Lune, une zone particulière. Et c'est notre Terre. Et il y a bien plus encore de continents qui se trouvent au-delà de notre Terre. Donc, en mettant cela sur notre Terre plane, notre Terre est la partie dégelée d'un lac gelé. Et la partie que nous appelons l'Antarctique représente la plus grande terre qui se cache actuellement sous la glace. Donc, juste pour être clair, sous la glace se trouvent d'autres continents.
Et l'idée est née que la Terre que nous habitons est une partie qui se déplace simplement. Je pense donc que je vais y revenir dans une seconde. Mais la Terre sur laquelle nous vivons n'est pas statique. Cela a changé au fil des années. J'aime donc bien cette idée, car elle va de pair avec les horloges astronomiques, et nous allons examiner cette horloge astronomique en détail dans quelques minutes. Mais si vous jetez un œil à l'une de ces horloges astrologiques et tracez simplement des lignes par lesquelles, dans ce cas-ci, il s'agit de la ligne passant par le bélier, donc le bélier ici, nous allons donc tracer une ligne par le bélier jusqu'à, je ne me souviens plus, quelle est-elle? Donc du bélier jusqu'à la balance, c'est la balance, désolé. Et puis vous avez le cancer et le capricorne. Cela représente donc notre Terre. Maintenant, si vous superposez la Lune, eh bien, cela vous montre la zone que je vous ai montrée plus tôt, qui est notre Terre. Ceci est donc centré sur notre Terre. Et vous pouvez voir que les continents ne ressemblent évidemment pas beaucoup à nos continents tels que nous les connaissons. Mais nous savons aussi que notre carte est fausse. Non seulement parce qu'elle est peut-être dépassée de quelques milliers d'années, mais nous savons que nous examinons la carte de Mercator, qui n'est qu'une aide à la navigation et non une véritable représentation de ce à quoi ressemblent nos continents. Mais là encore, nous comptons sur le système pour savoir à quoi ressemble notre monde. Nous ne savons donc littéralement pas à quoi ressemblent les continents. Nous faisons simplement confiance au système. Et puis, cette carte est soudainement apparue. Maintenant, j'ai essayé de comprendre d'où venait cette carte. Il y a des gens qui disent que c'était accroché au mur du bâtiment des Nations Unies. Mais cela ne me semble pas réel, cela ne me semble pas tout à fait correct. J'ai creusé un peu. J'ai trouvé un canal Telegram allemand et mes recherches semblent suggérer qu'il y a un gars qui a dessiné ça. Maintenant, je ne sais pas si je peux réellement zoomer là-dessus pendant que j'y suis. Oh, je peux. Vous pouvez voir que c'est du point de vue allemand. Donc à travers ce canal, vous pouvez voir qu'il y a ce canal appelé Lazarov Ice Shelf. Mais il semble que ce soit quelque chose qui pourrait fondre pendant leur été et permettre l'entrée vers la nouvelle Swab, Schwabenland. On parle beaucoup des nazis qui ont fondé la nouvelle Swab en Antarctique et qui y avaient des sortes de bases cachées. Et vous pouvez voir sur cette carte, il y a beaucoup de symboles nazis. Il y a même un petit ovni ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ou si je peux zoomer plus. Et il y a aussi un endroit appelé Asgard, qui est très teutonique, mais c'est une carte très intéressante. Alors je vais dézoomer. Encore une fois, une carte très intéressante. Et cela suit littéralement cette idée. Il y a quelques parties intéressantes sur cette carte que j'ai trouvées intrigantes. L'une des parties que j'ai trouvées intrigantes se trouve dans le coin supérieur droit à gauche, où elle montre essentiellement les parties décongelées. On a cette lune superposée dessus. Il y a aussi cette ligne pointillée autour. Maintenant, dans cet encadré,
Cela Again, montre encore une fois un schéma de the l'ensemble. schematic of the whole thing. It says Il on est the écrit sur les corners coins there are four qu'il y a 4 winds vents aux on the 4 four coins de corners la of the earth, Terre which create qui a créent un magnetic vortex magnétique vortex dans la in the red direction rouge. direction. So all of them in the Tous sont dans le anti-clockwise sens direction, inverse des aiguilles d'une montre, which ce qui crée un sorry, vortex magnetic magnétique vortex in the dans le red sens direction, rouge which sets the qui fixe le primum primum mobile, mobile, which que je I'm prends taking comme as the firmament firmament in the dans la rotation rotation de la of the flèche. arrow. So sets it round there. You also got Vous avez également this compris que ici, in encore une fois, here c'est notre is Terre. again our Earth. So yeah, Donc oui, very des choses interesting très bits. intéressantes. It also links Et cela nous to ramène the également book au of livre Enoch here, d'Enoch, where Enoch went où Enoch est allé dans to les the cieux et a heavens littéralement vu and comment literally saw fonctionnait la how the Earth Terre. worked. So down in the bottom left, there's Donc en bas à gauche, the vous trouverez le firmament schéma du firmament, schematic comme je l'ai montré as I plus tôt. showed earlier. It Cela also montre shows également quelque chose sur something about l'éclipse lunaire, comment l'éclipse how the lunaire lunar eclipse fonctionne, ce qui, which encore une fois, again est is une an vision interesting intéressante à take, which laquelle je I n'ai hadn't jamais really vraiment given réfléchi. much thought to. But it's basically saying Mais that cela dit essentiellement que Mercury and Mercure et Venus Vénus actually jouent en play a fait un part rôle dans in la création de creating the l'éclipse lunar lunaire, eclipse by en se basically plaçant getting in essentiellement entre between le the sun Soleil et la Lune and the et en moon occultant de diverses and manières. kind of occulting it in various ways. So Donc, encore une again, fois, this is new on c'est me because nouveau pour I've moi only car j'ai found this trouvé cette map carte il y a seulement environ un mois about a month ago, and I've et j'ai started commencé à la traduire car elle était entièrement en allemand. translating because it was all in German. So what you're seeing here Donc ce que vous voyez ici est is traduit. translated. So I'm Je vais donc probably faire doing a beaucoup lot plus de more recherches à ce research on sujet. this. Mais oui, But des yeah, choses it's très very interesting intéressantes. stuff. Over on the Dans le right-hand coin droit, corner, and I haven't et je n'ai translated pas this encore bit yet, traduit ce passage, but mais it's il s'agit basically talking about the essentiellement des lunar éclipses lunaires eclipses et des and the phases de la phases of the Lune. moon, and essentially, yeah, Et it's giving you essentiellement, cela vous donne une autre view vision du on fonctionnement des phases de la Lune et du how fonctionnement the des moon éclipses phases lunaires. work and how the lunar eclipses work. Et Again, I encore, haven't je n'ai translated pas this encore yet, traduit so ceci. Donc il it'll faudra be a little peut-être un while peu de before temps avant I que je can puisse figure out what it comprendre ce que actually cela means. signifie réellement. But Mais je I vais le will do. faire. I'm going to be Je vais doing a lot faire beaucoup more plus de travail en work regardant cette looking at this carte. map. So Donc essentially, the essentiellement, greater la Earth, Grande as Terre, I see telle it, que je la vois, is that we've est got constituée d'un plus the grand étang larger gelé frozen et de pond, notre Terre qui a été décongelée à and partir de our cet Earth étang. that's been thawed out, from that pond, and we've got the Et dome nous and avons the le dôme, firmament le that goes firmament, qui over the recouvre whole toute la of the Grande greater Terre. Earth, because the actual Car le center centre réel du royaume terrestre of the actual Earth se realm trouve en réalité is à actually l'intérieur de within our notre Earth. Terre. So it always, our Donc Earth, notre Terre, la partie dégelée de la Terre. the thawed out part of the Elle Earth, contient toujours le centre always réel de la contains Grande Terre. the Donc actual ça tourne center autour. of the greater Earth. So it revolves around. So I think On we va can voir see ça. that. And Et that's cela vient de la vidéo des Iwaranon's Waranon. video. Tous les 2160 ans, notre pôle nord magnétique fait le tour du noyau solide interne et du vortex de 30 degrés. C'est pourquoi le pôle a quitté le Canada et est en route vers la Sibérie. Il traverse le cercle central extérieur, ou ce qu'on appelle plus justement le cercle magnétique. Nous vivons dans une horloge parfaite. Donc voici comment Ewaranon le voit réellement, à savoir que les parties dégelées de la Grande Terre sont l'endroit où le Soleil et la Lune tournent autour. Mais le Soleil et la Lune tournent autour d'un centre magnétique. Et ce centre magnétique lui-même se déplace lentement autour de la Grande Terre. Donc, si je reviens à cette partie-là, voici le centre magnétique qui entoure la Grande Terre. Alors il se trouvait qu'il y avait une horloge astrologique à Prague.
Maintenant, je suis allée à Prague en 2019 dans le cadre de la tournée européenne sur la Terre plane. Et nous y avons rencontré un gars, Jan, qui venait de Prague. C'était un terraplaniste et il nous aidait. Et il a montré l'horloge astrologique sur la place où nous nous trouvions et il a dit que pendant la guerre, cette horloge avait été détruite. Et quand ils l'ont reconstruite, ils ont changé la carte. Il a dit qu'il y avait une carte très étrange sur tout le cadran de cette horloge, mais quand ils l'ont reconstruite, ils ont mis une carte de la Terre au milieu. Et maintenant, cela n'a plus de sens. Donc si vous regardez très attentivement le fonctionnement de cette horloge astrologique, ce point-ci est le centre de l'horloge. Vous pouvez donc voir que cette partie circulaire tourne en fait autour de toute l'horloge, autour de ce centre. Maintenant, au centre de ce cercle se trouve l'endroit où le Soleil et la Lune tournent. Cela montre donc essentiellement ce que je vous ai montré plus tôt à propos de la Grande Terre, que ce cercle traverse la plus grande partie de cette horloge ou de la plus grande Terre. Et c'est là que le Soleil et la Lune, en gros, fondent une flaque d'eau. C'est donc la partie qui devient un peu controversée, parce que maintenant nous commençons à voir qu'il semble y avoir des preuves que certains des bâtiments des expositions universelles des années 1850, 1893, je crois, pour l'exposition universelle de Chicago, il existe des preuves que certains de ces bâtiments étaient simplement faits de bois et de plâtre. Mais je ne pense pas que tous ces bâtiments aient été construits en bois et en plâtre. Je pense que c'est un leurre. Même s'ils peuvent montrer des images de certains de ces bâtiments en construction, je crois que lorsque le centre magnétique se déplace sur un nouveau continent, il fait fondre la glace et expose de nouvelles terres. Et je pense qu'il y a déjà des bâtiments sur ce nouveau territoire. Je pense que les civilisations précédentes vivaient sur les continents qui sont actuellement sous la glace. Pour être honnête, je n'ai jamais cru aux coulées de boue, aux inondations ou à la Tartarie. Mais ce qui me semble logique, c'est que si un nouveau continent commence à émerger sous la glace, eh bien, cette glace doit aller quelque part. Lorsqu'elle fond, elle se transforme évidemment en eau. Et il y a soudainement beaucoup d'eau qui va remuer la boue, remuer le limon. Et quand cette eau s'écoulera, alors elle laissera la boue et le limon à un niveau différent de ce qu'ils étaient avant. C'est comme ça que je le vois. Encore une fois, l'idée qu'il semble émerger maintenant est que oui, certains de ces bâtiments ont en fait été construits en bois et en plâtre. Mais je ne pense pas pour la totalité en tout cas. À nouveau, cela vient de l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Mais ils ont construit une ville entière, une ville immense. Ils sont censés l'avoir construite. Mais cela n'a aucun sens pour moi. D'autant plus que je crois qu'il y a plusieurs bâtiments qui ont été sauvés de cette exposition universelle et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Je pense que l'un d'eux est une bibliothèque. Cela n'a donc aucun sens qu'ils construisent un bâtiment énorme en bois et en plâtre, puis le déracinent littéralement et l'emmènent dans une ville existante et l'utilisent comme bibliothèque, s'il est uniquement fait de bois et de plâtre. Encore une fois, cela n'a aucun sens pour moi qu'ils aient fabriqué cela en quelques années, qu'ils l'aient laissé en place pendant 6 mois et que tout cela ait été détruit.
L'autre chose, c'est l'exposition universelle de Chicago en 1853. Je crois, 1893, je ne m'en souviens jamais, désolé. En 1893, je pense. C'était illuminé comme un sapin de Noël. C'était une époque où ils avaient du mal à éclairer New York. Et Londres était probablement encore avec les lampes à gaz. Mais ils ont éclairé cet endroit avec de l'électricité. Je pense que la quantité de puissance utilisée pour éclairer cette ville était incalculable. Cela donne donc encore une fois du crédit à l'idée selon laquelle c'est dans ces villes qu'ils ont trouvé la technologie. Et j'ai réalisé quelques autres vidéos à ce sujet sur certaines des technologies qu'ils ont trouvées dans ces villes. Il est également intéressant de noter que toutes les grandes villes semblent avoir connu un grand incendie à un moment ou à un autre. Maintenant, je commence littéralement à croire que le but de ces grands incendies est de détruire l'architecture existante et de la remplacer par une architecture moderne, des bâtiments modernes. Et nous pouvons le constater. Nous avons ici encore une sorte de bâtiment très imposant. Et son remplacement est dans le style de ce qu'ils appellent le brutalisme. Ce sont littéralement de grosses dalles de verre et de béton. Je suppose que le brutalisme consiste essentiellement à supprimer toutes les parties ornées qui élèvent un bâtiment et à nous donner simplement ces dalles qui ne nous élèvent pas. Ils sont juste fonctionnels. Encore une fois, vous pouvez voir cette étonnante architecture de 1903. Je crois que ceci est Philadelphie aussi. Et maintenant, voici son équivalent moderne. Essentiellement, vous savez, ces bâtiments ici ont été détruits dans des incendies ou démantelés parce qu'ils étaient considérés comme vieux et également remplacés par des bâtiments qui ne dureront de toute façon pas très longtemps. Maintenant, les gens qui viennent démystifier cette idée selon laquelle il y a des bâtiments que nous ne pouvons pas construire aujourd'hui, eh bien, je pense toujours qu'il y a des bâtiments que nous ne pouvons toujours pas construire aujourd'hui, comme ces cathédrales étonnantes, qui encore une fois auraient été construites à l'époque des chevaux et des charrettes. Ewa Anon parle de la façon dont ils ont construit certaines de ces cathédrales avec des pelles à vapeur, des grues à vapeur et d'autres choses. Mais ceux-ci sont censés avoir été construits au XIe, XIIe siècle, mais nous n'aurions pas pu les construire aujourd'hui ou à l'époque. Il existe également de très nombreux exemples de bâtiments submergés. Nous avons cette église ici avec des fenêtres qui s'étendent sous le sol. Il existe de très nombreux exemples qui, encore une fois, montrent que ces bâtiments étaient là bien avant que nous les trouvions. En fait, une des choses que nous disons lorsque nous sommes censés construire une ville, nous ne disons pas que nous construisons une ville, ils disent que nous avons fondé une ville. Donc, pour revenir à l'idée que la Terre est une horloge parfaite, je voulais voir comment cette horloge se rapporte à l'âge de la Terre et ce qu'elle dit réellement dans l'Ancien Testament. J'ai commencé à regarder l'idée des jubilés dans Genèse 63. Il est dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » L'interprétation chrétienne de cela est que notre durée de vie a été limitée à 120 ans. Eh bien, il y a maintenant des gens qui ont vécu bien plus longtemps que 120 ans.
Et cela ne se limite pas non plus à la Bible. Ma première pensée a été de regarder le livre d'Enoch. Il raconte que, à l'approche du déluge, Noé et son grand-père Mathusalem ont prêché pendant 120 ans pour que les gens se repentent, mais personne ne l'a fait. Mais 120 ans semblent être une date d'expiration. Il vous reste donc 120 ans. Maintenant, je regarde à nouveau cela et je me dis, et si cela signifiait non pas 120 ans, mais 120 jubilés? Or, un jubilé dure 50 ans. Donc tous les 50 ans, soit 7 fois 7, 49, et l'année suivante est une année de jubilé, donc tous les 50 ans est un jubilé. Donc 120 jubilés font 6000 ans. Donc mon point de vue personnel est le suivant. En regardant l'Ancien Testament, disons que la chronologie de cette terre est de 6 jours de travail et 1 jour de repos. Un jour au Très-Haut équivaut à 1000 ans. Donc 6000 ans de travail et de labeur et 1000 ans de repos. Et il est intéressant de noter que lors d'une année jubilaire, toutes les terres et propriétés sont restituées à leurs propriétaires d'origine. Ainsi, toutes les dettes sont annulées, tous les biens reviennent à leurs propriétaires d'origine. Et le propriétaire d'origine est Adam, dans ce cas, lorsqu'il s'agit de la terre. Il est donc intéressant que l'on utilise des horloges divisées en 12 heures, même si une journée dure 24 heures. Et je me suis aussi toujours demandé, il y a des millions d'étoiles dans le ciel, et les constellations sont en quelque sorte des images presque arbitraires que nous dessinons à travers les différentes étoiles. Pourquoi n'y en a-t-il que 12? Avec autant d'étoiles, nous pourrions constituer 30 constellations, 50, 100. Pourquoi n'y en a-t-il que 12? Je pense que le fait qu'il n'y en ait que 12, cela a une certaine importance. Ainsi, dans un livre qui a été retiré de l'Ancien Testament, appelé le second livre d'Esdras, ou d'Ezra, et vous trouverez cela dans les textes apocryphes, il est question de l'âge de la terre. Et cela dit, chapitre 14, 10 à 12. La jeunesse de ce monde est passée, et les temps commencent à vieillir. En effet, le siècle est divisé en 12 parties, et 9 de ces parties sont déjà passées, ainsi que la moitié du 10e. Il reste donc 2 parties, plus l'autre moitié de la 10e partie. Cela signifie donc en réalité qu'il reste 2 parties et demie de l'histoire de la Terre, divisée en 12 parties. Également, dans Daniel, cela dit à peu près la même chose, mais avec des mots différents. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est donc mon interprétation. Mais cela dit, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc 2,5, c'est comme ça que je le vois. Et cela correspond à ce que dit le deuxième livre d'Ezra. Donc essentiellement, Esdras et Daniel conviennent qu'il reste 2 parties et demie de l'histoire de la Terre, du moins cette incarnation, qui est divisée en 12 parties. Donc si le total est de 6000 ans, alors une partie sera 6000 divisé par 12, 500 ans. Il reste donc 1250 ans, depuis l'époque d'Esdras.
Si une partie dure 500 ans et qu'il reste 2 parties et demie, il reste donc essentiellement 1250 ans, depuis l'époque d'Esdras. Maintenant, cela se terminerait en quelque sorte vers 1030 après Jésus-Christ. Il semble donc que je me trompe totalement, mais peut-être que je ne me trompe pas. Et sommes-nous vraiment en 2022? C'est donc là que j'ai rencontré ce type, Anatoly Fomenko. Aujourd'hui, il est mathématicien russe et sa tâche était de comprendre pourquoi il y avait une période pendant laquelle la Lune semblait sauter. Donc la Lune fait en quelque sorte ses cycles habituels, mais apparemment, selon l'histoire, la Lune a soudainement accéléré et a changé son orbite d'une manière ou d'une autre, puis est revenue à sa vitesse normale, ce qui ne semble avoir aucun sens. Alors, un ingénieur de la NASA a découvert qu'il y avait une sorte d'anomalie gravitationnelle qui provoquait une accélération de la Lune. Mais ce que Flamenco a fait, c'est qu'il a commencé à s'intéresser aux événements historiques et à se concentrer sur les éclipses. Donc ce qu'il a fait, c'est calculer mathématiquement les éclipses dans l'histoire. Puis il a commencé à les comparer avec les événements historiques, les chroniques historiques. Et ce qu'il a découvert, c'est que sa théorie était que 1000 ans avaient été ajoutés à notre calendrier. Et il a fait quelques expériences supplémentaires en examinant des chroniques historiques et en leur donnant une empreinte digitale. Ainsi, une empreinte digitale pourrait être celle de la succession de monarques répertoriés dans une chronique. Vous aurez donc un monarque qui régnera pendant 10 ans, un autre prochain monarque qui régnera pendant 23 ans, et ainsi de suite. Ainsi, en regardant les règnes de ces monarques, vous pouvez les tracer sur un graphique, puis les comparer avec d'autres chroniques, avec des monarques différents. Et ce qu'il a découvert, c'est que les monarques, disons une chronique qui date soi-disant de 1500, disons que j'invente juste cela, ce nombre de chroniques de 1500 correspondait exactement aux chroniques de 1000 ans plus tôt. Cela indique donc qu'ils ont été littéralement décalés de 1000 ans. Or, il y a un bon moment où cela aurait pu être fait, et c'est à ce moment-là que le calendrier est passé du julien au grégorien. Maintenant, lors de ce changement, ils ont ajouté 10 jours. Mais il est possible que ce qu'ils ont fait eût été d'ajouter 10 jours et 1000 ans, parce qu'à l'époque, peu de gens savaient lire. Et en gros, ils ont laissé à l'Église le soin de déterminer quel était le calendrier, de déterminer quel jour on était. Il existe de nombreuses preuves pour soutenir cette idée selon laquelle 1000 ans ont été ajoutés. Et la façon dont ils ont réussi à le faire est la suivante. Nous nous sommes en quelque sorte habitués à cette idée de considérer les dates comme BC, je pense qu'ils l'appellent avant l'ère commune, maintenant, non pas avant Christ, mais en tout cas BC et AD, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes si loin de l'an 1 après Jésus-Christ que nous ne disons pas maintenant « Oh, nous sommes en 2022 après Jésus-Christ ». Nous ne faisons plus ça. Mais à un moment donné de l'histoire, nous faisions toujours la différence entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mais avant que ce soit AD, qui est l'année Anno Domini de notre Seigneur, ce serait Anno, puis I pour Jésus, ou Jesus, ou J, quand J venait à la place de JC.
Nous constatons donc que de nombreux artefacts montrent I-803 dans ce cas, qui est considéré comme 1803. Mais cela pourrait être dû au fait que nous sommes habitués à mettre, disons, AD 2022. Au lieu de AD, ils utiliseraient uniquement le I pour Jesus. Cela ressemble donc à 1803, mais c'est en fait I-803. Et ici, I-734, J-640. Mais encore une fois, nous considérons que cela signifie 1648. Donc ici, c'est tout à fait clair, anneau J est l'année de JC 693, mais nous prenons cela comme 1693, et ainsi de suite. Il y a donc des preuves qui montrent que, je veux dire, nous avons là encore un I 535, d'accord? Et ici, vous voyez, toutes les lettres majuscules sont en quelque sorte en gras, et ce I en majuscule, donc c'est I 690, mais nous prenons cela comme étant 1690. Donc je suppose que c'est une preuve circonstancielle, mais c'est une preuve que peut-être 1000 ans ont été ajoutés. Donc si c'est le cas, alors nous sommes toujours sur la bonne voie pour la fin, selon le second livre d'Esdras. C'est drôle, parce qu'en regardant 1536, qui est apparemment la pire année pour vivre, il se passait toutes sortes de choses. Il y avait apparemment une sorte de nuage de poussière qui rendait le monde sombre. Ou alors il disait que c'était un brouillard mystérieux, mais c'était une sorte de nuage de poussière qui rendait le monde sombre. Il y a eu la peste noire. Maintenant, encore une fois, nous pensons à la peste noire qui s'est produite 1000 ans plus tard. Mais en 536, il y a eu une peste noire. Il y avait tout un tas de gens qui étaient déplacés d'un endroit à un autre. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient. On dit que 30 à 50% de la population a disparu. Il y avait donc des mouvements de personnes d'un endroit à un autre. Il y avait la peste bubonique, les récoltes étaient mauvaises, les gens mouraient de faim, les températures chutaient. C'est comme une période glaciaire. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait exact. Pas exactement 1000 ans, mais à peu près au même moment. Nous parlons de ce qu'on appelle la crise générale du XVIIe siècle. Encore une fois, les mêmes choses se produisent. J'ai oublié de dire, il y a eu des incendies massifs partout, apparemment, en 536. Le grand incendie de Londres, la peste bubonique encore, le déclin massif de la population, les mauvaises récoltes, les guerres. Il y avait encore une sorte de nuage de poussière là où il faisait noir, et un petit âge glaciaire. Il semble donc que ce que nous appelons le XVIIe siècle ait été en quelque sorte décalé de 1000 ans. C'est la même chose que ce qui s'est passé en 536, qui a été décalé de 1000 ans plus tard. Et si un âge n'était que de 500 ans, on nous dit que c'est 2160 ans. Mais que se passe-t-il si un âge est de 500 ans? Et s'il y a 500 ans, se produisait le dernier type de réinitialisation où des continents commençaient à disparaître dans l'Antarctique et où de nouveaux continents en sortaient? Et s'il s'agissait d'un changement plus radical que ce mouvement très lent? Et si les calendriers changeaient, ainsi que les histoires de toutes ces morts, destructions, mouvements de peuples, et tout ce qui a été concocté pour les cacher? Nous ne le savons pas. Il y a cette idée que Londres était devenue si froide que la Tamise a gelé, complètement gelé, et ils organisaient des foires de rue sur la Tamise.
Et s'il faisait plus froid, s'il faisait de plus en plus froid, et les gens étaient obligés de quitter Londres et de se rendre sur un nouveau continent, une nouvelle île, peut-être une qui venait juste d'émerger de sous la glace. Et ils ont ensuite appelé cela Londres. Mais comme tant de personnes sont mortes et qu'il y avait tant de confusion, l'information s'est perdue. Et si l'ère du Verseau dans lequel nous entrons actuellement entraînait une réinitialisation aux mêmes proportions que la crise générale? Et si cette réinitialisation ne pouvait pas être cachée à notre époque où nous avons la somme totale de l'expérience humaine sur Internet, et où dès que quelque chose arrive, nous en entendons parler? Et si cette réinitialisation ne peut pas être masquée? J'essayais donc de savoir quand aurait lieu le prochain jubilé. Peut-être sommes-nous à l'avant-dernier jubilé. J'essayais de savoir quand cela pourrait arriver. J'ai parcouru le livre des jubilés et j'ai essayé de le relier à des événements historiques afin de pouvoir peut-être retracer la date des jubilés. Mais je n'ai pas pu. La tentative est tombée à l'eau, je n'ai pas pu m'en tirer. Donc en regardant comment fonctionnent les élites, j'ai un peu pensé qu'elles aimaient nous montrer des trucs. Ils aiment nous mettre des choses en face et se moquer de nous parce que nous n'en connaissons pas la signification. En Angleterre, en 1977, la reine a célébré son jubilé d'argent et ce fut un événement majeur. Je veux dire, tout le pays a été fermé. Il y avait des fêtes de rue partout. Tout le monde a reçu sa tasse, son assiette commémorative ou autre, et les gens ont eu des congés de travail, et c'était très très important. Ce qui est drôle, c'est que depuis lors, elle a eu un jubilé d'or et un jubilé de diamant. Il n'y a pas eu autant de bruit. Donc je suppute que si, en 1977, qui était le jubilé d'argent de la reine, que c'était le 119e jubilé, l'avant-dernier jubilé. Eh bien, si tel est le cas, alors le prochain jubilé aura lieu 50 ans plus tard. Et ce sera en 2027. Et cela me semble, à en juger par la situation actuelle dans le monde, vous savez quoi, je pense vraiment que nous sommes à la fin. Je pense que cela correspond à ce qui pourrait être la fin des temps. Je vais donc en rester là. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Je vais arrêter donc le partage d'écran. Il te reste 5 minutes. 5 minutes, parfait. Bien joué, bien joué. Je ne sais pas s'il y a des questions. Eh bien, peut-être qu'on a 5 minutes pour une question. Oui, si quelqu'un en a une. Rose, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a 3 questions. Ok, essayons-en une. Avez-vous vu l'explication de la vidéo où la fusée est restée coincée sur le firmament en disant que c'est un mécanisme qui tourne dans la direction opposée pour stabiliser la rotation de la fusée? J'ai entendu ça, oui. Mais encore une fois, cela n'a pas vraiment de sens parce que la rotation s'est produite en montant, tout en montant, et cela n'a pas duré très longtemps dans les airs. Elle est littéralement retombée directement. Donc si ce mécanisme était réel, non seulement il n'aurait servi à rien, mais il n'aurait pas arrêté son mouvement vers l'avant. Et non seulement la rotation s'est arrêtée, mais le mouvement vers l'avant s'est arrêté soudainement. Alors non, je ne pense pas. Est-ce que je continue, Jaren? Allez, une de plus. Avons-nous une période glaciaire environ tous les 26 000 ans? Et pourquoi? Je ne pense pas que nous ayons une ère glaciaire. Je pense que nous vivons dans un terranium.
Cette Terre est un système scellé, et juste comme tout terranium, le système est stable. Cette idée du changement climatique n'est que de la foutaise. Et il n'y a pas de choc. Le système reste littéralement autorégulé. Et ce que nous appelons les périodes glaciaires, je pense, est le moment où les continents commencent à tomber sous la glace. Les continents où vivent les gens commencent à disparaître sous la glace. Il fait donc de plus en plus froid et finalement, il y a un grand changement. Les gens doivent déménager vers un autre continent. Et comme je l'ai dit, il semble y avoir des preuves, il y a au moins 500 ans, qu'il y a eu un grand changement. Il y a eu ce qu'ils appelaient le petit âge glaciaire, qui, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un âge glaciaire. Je pense que les continents sont tombés sous la glace. Il y avait une question de plus. Pouvons-nous officieusement changer les noms des tropiques en tropiques intérieurs et extérieurs au lieu de Cancer et Capricorne? Eh bien, comme je l'ai dit, nous aurions dû les changer en, je pense, Sagittaire et Gémeaux. Mais ils auraient déjà dû changer au moins 2 fois depuis qu'ils étaient Capricorne et Cancer. Car nous avons traversé 2 âges différents depuis que ces cartes ont été dessinées. Alors oui, ils devraient changer. All right, that's it, Jaron. Beautiful. Like perfect timing. We've got 7:57, and David Avocado will start right at 8:11 or 11:11. It's his keynote 11:11 speech. So let's be back by 10 minutes, 7 after. I'll put a 10-minute clock up. Thank you so much, Dave. Tell people where they can find you. Okay, so I've got a website. It's allegedlydave.com, and also my YouTube channel is dmurphy25, and you can find the ones that have been taken down by YouTube on BitChute and Odyssey under Allegedly Dave.